Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Géopolitis. Cette semaine, c'est la biodiversité en péril qui retient notre attention. Une disparition de près de 70% en moyenne des populations d'animaux sauvages vertébrés en 50 ans. Le déclin est effroyable, le phénomène mondial. Il est révélateur de la pression qu'exerce l'humanité sur la nature et les écosystèmes, en cause notamment la surexploitation des ressources ou encore le dérèglement climatique. La biodiversité est devenue aussi source de crises et d'enjeux géopolitiques. Un accord jugé historique a été trouvé il y a un peu moins de 2 ans à Montréal pour protéger au moins 30% de la planète d'ici 2030. Il a été le fruit d'intenses négociations internationales. Les premières mesures concrètes devraient être présentées par les États lors de la prochaine COP cet automne en Colombie. Faire revivre les espèces disparues, comme le dodo par exemple, voire le mammouth. Plusieurs équipes à travers le monde s'y essaient à partir de fragments d'ADN, un processus dit de désextinction. Le réensauvagement est également un terme à la mode. Il s'agit là de reconstituer des écosystèmes pour y réintroduire des espèces emblématiques. Autant d'approches qui doivent nous faire réfléchir sur la place de l'homme au sein de la nature. On parle aujourd'hui d'extinction massive, parfois de 6e extinction, et ce, en référence aux grandes vagues de disparition considérables qui ont marqué le passé géologique de la Terre. Sauf que cette fois-ci, l'activité humaine en est pleinement responsable, d'où le terme anthropocène, théorisé à la fin du XXe siècle. L'anthropocène serait une nouvelle époque géologique au cours de laquelle l'influence de l'être humain sur la biosphère est déterminante. Au-delà de cette théorie qui fait débat, les chiffres le montrent clairement, la biodiversité est en très grave danger et son déclin pourrait faire basculer le monde vers un effondrement global. Avec nous pour en parler, Nadir Alvarez, biologiste, directeur du Natureum à Lausanne. Mais tout de suite, le constat à travers notamment la région brésilienne du Cerrado, une savane de 2 millions de km². L'agriculture intensive et l'élevage mettent à mal cet écosystème, sa faune, sa flore et ses habitants. Nathalie Boujard. Moins connu que l'Amazonie, le Cerrado couvre presque un quart de la surface du Brésil. Considérée comme la savane la plus riche en biodiversité au monde, cette région abrite plus de 320 000 espèces vivantes, dont 12 000 de plantes. Le Cerrado, c'est 30% de la biodiversité du Brésil, 5% de la biodiversité mondiale, détruite à une vitesse vertigineuse. C'est certain que nous atteignons une limite pour l'environnement. On le voit au travers de la disparition de nombreuses espèces animales, du changement très évident de la situation hydrique. Quand ces cycles vitaux de la nature se rompent, c'est toute la chaîne qui casse. Plus de la moitié de la surface de cette savane a déjà disparu. Déforestation et incendies sont toujours plus fréquents et intenses. Ces feux résultent en grande partie de l'exploitation agricole. Des écosystèmes naturels sont brûlés pour être convertis en champs ou en pâturage. Cette élimination de la nature ici dans l'ouest de l'État de Bahia et même dans tout le Cerrado sert à pouvoir produire les 20% de l'alimentation mondiale dont le Brésil est responsable aujourd'hui. Les terres de cette région, à la base peu fertile, voient désormais pousser maïs, coton ou soja à perte de vue. Le Brésil est le premier exportateur mondial de cette légumineuse, devenue l'or vert du pays. Dans le Cerrado, la loi autorise les fermiers à mettre en culture jusqu'à 80% de leurs propriétés, contre 20% au maximum dans la forêt tropicale amazonienne, désormais mieux protégée. Les accapareurs de terre viennent envahir les communautés d'agriculteurs traditionnels qui vivent ici depuis 300 ans. Il y a quelque temps, ils sont venus déforester et ont détruit la rivière. Chaque année, des centaines de millions de litres de pesticides sont déversés sur ces terres. Au niveau global, sur environ 8 millions d'espèces animales et végétales recensées, 1 million est menacé d'extinction. Les écosystèmes sont devenus les jouets du profit. Avec notre appétit sans limite pour une croissance économique incontrôlée et inégale, l'humanité est devenue une arme d'extinction massive. Parmi les espèces menacées d'extinction figurent, ce sont des estimations, 40% des amphibiens, 25% des mammifères, 20% des reptiles, 10% des oiseaux, et encore plus difficile à chiffrer, au moins 10% des insectes.
L'accélération des activités humaines a entraîné une transformation profonde de la biosphère. Le résultat est que 3/4 des terres émergées et 2/3 des océans ont déjà été altérés par l'homme. Les principales causes sont la destruction et fragmentation des milieux naturels, la surexploitation des espèces sauvages et ressources naturelles, le changement climatique, la pollution et l'invasion d'espèces exotiques. Des phénomènes qui touchent toute la planète, de manière plus ou moins intense. Les régions qui souffrent le plus des activités humaines sont ici en rose, les moins touchées en vert. Une fragilisation de la biodiversité qui met en danger les écosystèmes, favorise le contact entre espèces sauvages et êtres humains, et donc aussi le passage à l'homme de maladies d'origine animale. Nadir Alvarez, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, généticien, vous êtes aussi le directeur du Naturéum, le musée des sciences naturelles de l'État de Vaud à Lausanne. Vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage « Faire revivre des espèces disparues » que vous avez co-signé avec Lionel Cavin aux éditions Favre. Nous allons en parler un peu plus tard. Le constat, tout d'abord, il est cinglant. Le déclin de la biodiversité est dramatique. Il y a urgence absolue. Alors c'est certain que le déclin est supérieur à toutes les trajectoires qu'on a pu voir dans le passé, y compris lors des extinctions de masse des temps fossiles. En quelques dizaines d'années, on est passé d'un monde relativement diversifié à aujourd'hui un monde beaucoup moins diversifié, voire très homogène dans certains endroits. Et évidemment, quand on pense à la nature sauvage, à la nature sans gestion humaine, en fait, on se résout aujourd'hui à l'imaginer dans quelques zones très très délimitées, mais presque partout, elle est extrêmement contrainte par nos activités. On a vu les chiffres dans le sujet de cette extinction de masse, et là on se dit que ces chiffres sont sous-évalués parce qu'on ne connaît pas toutes les espèces. Oui, c'est juste. Alors dans le reportage, les chiffres qui sont avancés pour les vertébrés, amphibiens, mammifères et autres sont certainement proches de la réalité. En revanche, pour toutes les espèces plus petites, voire minuscules, c'est vrai qu'on ne les connaît même pas aujourd'hui. On a un déficit extraordinaire en termes de connaissances, description de ce qui est vivant. Donc estimer un 10% de danger pour les insectes, c'est vraisemblablement une sous-estimation. Oui. Toutes les espèces sont concernées. Vous êtes un spécialiste des insectes. Ce sont un peu, malheureusement, les mal-aimés. C'est plus difficile pour vous de sensibiliser la population à ce déclin via les insectes ? Alors c'est vrai que quand on a des espèces parapluies emblématiques comme le panda, le tigre, on a l'impression qu'elles parlent un peu plus au public. Derrière, il faut aussi y voir le fait que pour les protéger, on doit protéger leur habitat, c'est-à-dire un territoire relativement vaste, et qu'en protégeant ce territoire, on protège aussi toutes les espèces qui l'habitent. A contrario, les insectes, on va dire, sont plus rarement des espèces parapluies, mais il y en a. Par exemple, un capricorne peut être emblématique parce que très grand, très beau, un lucane cerf-volant, etc., un joli papillon. On pourrait imaginer protéger aussi des surfaces importantes en mettant le focus sur des insectes. Vous êtes aussi généticien. À travers l'ADN, vous pouvez aussi déceler le déclin de cette biodiversité, notamment justement à travers l'étude des insectes. Alors on essaye grâce à nos collections d'histoire naturelle, que ce soit au sein des musées d'histoire naturelle nationaux, aussi internationaux. C'est vrai que bien souvent, les études d'abondance pour comprendre le déclin des populations animales, elles s'arrêtent, ou disons elles commencent plutôt dans les années 70, 80, et on est plutôt dans une problématique où le déclin a dû s'amorcer déjà avant ça. Et grâce aux spécimens de musée, on peut avoir accès à une information génétique cruciale qui est le niveau de consanguinité d'un spécimen, voire d'une population. Et à travers quelques équations mathématiques, on peut convertir ce niveau de consanguinité en une taille de population, c'est-à-dire en une abondance, si on veut. Donc c'est un petit peu ce qu'on fait avec mes collègues. On essaie de retracer cette histoire démographique de plusieurs espèces d'insectes à travers le temps depuis la fin du 19e. Le déclin de la biodiversité est devenu source d'enjeux géopolitiques et fait l'objet d'échanges diplomatiques, notamment à travers les fameuses COP, les conférences des parties pour la biodiversité. La dernière en date à Montréal a débouché sur un accord important, considéré comme le début d'un commencement, même s'il est sujet à interprétation. Historique.
C'est le mot largement repris dans les communiqués officiels. Ambitieux et solide pour certains, insuffisant et abstrait pour d'autres, l'accord dit de Kunming-Montréal est considéré comme une avancée importante, ou du moins comme les débuts d'un changement. Nous commençons enfin à forger un pacte de paix avec la nature. L'accord contient plusieurs cibles à atteindre d'ici 2030, notamment l'établissement de réseaux d'aires protégées couvrant 30% des terres et 30% des mers. Par ailleurs, au moins 30% des écosystèmes dégradés devront être restaurés. Une étape pour les scientifiques qui préviennent. À terme, c'est en tout cas la moitié de la planète qu'il faudra protéger pour espérer sauvegarder l'essentiel de la biodiversité. D'autres causes directes du déclin des espèces sont visées, comme l'agriculture intensive. Le compromis a abouti à un objectif de réduction de moitié du risque global lié aux pesticides et aux produits chimiques dangereux. Enfin, dossier particulièrement sensible et complexe, la question de l'augmentation des ressources financières dédiées à la diversité du vivant. Elle était fixée à au moins 200 milliards de dollars par an d'ici 2030. Elle s'accompagne d'une réduction de 500 milliards par an des subventions jugées néfastes pour la nature. Après plusieurs années de négociations diplomatiques insignifiantes, le signal d'une mobilisation internationale a cette fois-ci bien été lancé. Mais beaucoup regrettent le manque d'un mécanisme contraignant et dénoncent un texte sujet à interprétation. Par exemple, dans les eaux françaises, les zones marines dites protégées représentent aujourd'hui certes déjà près de 30% du territoire maritime, mais seule une infime partie d'entre elles bénéficie d'une protection forte. Pour le reste, la pêche industrielle continue pour l'instant d'y être régulièrement pratiquée. Pour les scientifiques, le degré d'urgence est tel qu'il faudrait agir plus vite et plus fort. En attendant, les COP, les conférences des parties pour la biodiversité, se succèdent. Bien moins médiatisées que celles pour le climat, elles découlent elles aussi d'un traité multilatéral adopté lors du sommet de la Terre à Rio, il y a 32 ans déjà. Après Rio, ce sera bien sûr aux peuples eux-mêmes et à leurs dirigeants à mettre en application le grand espoir qui a été esquissé ici. Les discours se sont enchaînés et les années ont passé. La prochaine COP se tiendra cet automne en Colombie. Elle doit permettre aux États d'exposer leur stratégie après l'accord scellé à Montréal. Réputée pour sa biodiversité, la Colombie abrite 10% de la flore et de la faune mondiale. Mais le pays figure aussi parmi les plus dangereux du monde pour les défenseurs de l'environnement. Selon l'ONG Global Witness, une soixantaine d'entre eux ont été tués en 2022 sur son territoire. Indira Alvarez, le processus de mobilisation par les États paraît très lent. Face à l'urgence, le premier sommet de la Terre a eu lieu en 1992. Néanmoins, ces conférences sont importantes pour vous? Oui, je crois qu'elles ont en fait une temporalité liée au temps de génération humain en fait. Alors bien sûr, nous qui sommes au cœur de cette problématique de l'érosion de la biodiversité, on souhaiterait que tout aille plus vite, un peu comme une Greta Thunberg au niveau du climat. Et bien sûr, les États ont leur temporalité, les institutions ont leur temporalité. Et moi, personnellement, je veux dire, je trouve très important que des mots-clés soient prononcés lors de ces COP. Et ce sont finalement des textes qui, après, vont, même s'ils n'ont pas une nature contraignante nécessairement, vont quand même un petit peu donner le là, vont donner le tempo des politiques nationales. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, en fait. Donc, même si ces progrès sont timides et puis sont beaucoup plus lents que ne l'est l'érosion du vivant, je pense qu'il faut passer par là. Nos sociétés sont faites ainsi. Et puis la psychologie humaine aussi, je crois, est faite de ce temps un peu plus long. Mais est-ce que les États se préoccupent de la biodiversité, cyniquement dit, en raison des enjeux, et des enjeux principalement économiques, commerciaux? Alors c'est certain que la monétisation de la nature, ça participe, disons en tout cas, à son intégration dans les plus hautes sphères. Je pense que si on regarde les 4 plus grandes préoccupations à 10 ans du WEF, on voit que les 4 premières préoccupations sont liées à des phénomènes naturels, que ce soit liés au changement climatique ou à l'érosion de la biodiversité. Donc le fait de le monétariser, on va dire, ça parle à une certaine partie des décideurs. Maintenant, pour ma part, je reste persuadé que
disons, on n'a pas besoin de lui donner un prix à cette nature pour la préserver, puisque c'est un tout. Hein. L'humanité fait aussi partie de la nature selon comment on veut bien définir la nature. Et je crois que le sentiment de biophilie, décrit par Edward Wilson dans les années 80, en fait est un sentiment général. Le fait d'avoir besoin d'autres formes de vivants que la nôtre, quoi. On ne peut pas vivre uniquement dans un milieu jardiné par l'homme. En tout cas, c'est un point de vue personnel. Les lobbies sont forts pour instiller le doute. Je pense notamment au dossier des rendements des pesticides. Cela devrait nécessiter, selon vous, un accompagnement aussi, parce qu'on prend des décisions, mais il faut accompagner aussi ces mesures avec des changements de pratiques, notamment auprès des agriculteurs. Le processus, là, peut être assez long. Oui, alors on est tous sensibles à la problématique des agriculteurs qui le revendiquent fortement ces dernières semaines, et à raison. C'est vrai qu'ils souhaitent avoir un meilleur niveau de vie, une meilleure rémunération pour leur dur labeur. Et les réponses qui sont données, pour l'instant, on a l'impression que c'est un peu des réponses à l'emporte-pièce, ou peut-être un peu influencées par les lobbies dont vous parlez. Une réponse telle que le fait de dire qu'on va retarder l'éradication des pesticides ou l'interdiction globale des pesticides, c'est une réponse sur le très très court terme, mais qui à plus long terme peut aboutir à des catastrophes incroyables, et pas que écologiques, mais aussi agricoles. Si on poursuit dans cette logique d'intrants et de pesticides, on peut imaginer que les sols, un jour, seront pratiquement morts. Alors, face au déclin de la biodiversité, plusieurs actions sont envisagées, avec notamment cette question. Et si faire revivre des espèces disparues était une solution? C'est en tout cas le projet de certaines équipes de recherche et entreprises à travers le monde, facilité par les progrès du génie génétique. Nathalie Boujard. Faire revivre le mammouth, un projet qui peut paraître loufoque, et pourtant. Depuis des années, plusieurs équipes de scientifiques à travers le monde s'y essayent à partir de fragments d'ADN. Ce processus s'appelle désextinction ou extinction inversée et pose la question: et si l'extinction n'était pas irréversible? Et si on pouvait faire revivre des espèces éteintes? Des découvertes scientifiques récentes nous poussent exactement vers cela. Et c'est ce que tente de faire l'entreprise Colossal Biosciences, avec qui collabore Beth Shapiro. À coup de marketing percutant. Restaurer le passé pour un meilleur avenir. Objectif: faire revivre des espèces disparues emblématiques comme le dodo, le tigre de Tasmanie ou le mammouth. Pour cela, il faut d'abord identifier l'espèce vivante la plus proche génétiquement. Dans le cas du mammouth, c'est l'éléphant d'Asie. Puis, à l'aide de méthodes de modification du génome, comme les ciseaux moléculaires CRISPR-Cas qui permettent de modifier des gènes de manière très ciblée, les chercheurs substituent à certains gènes d'éléphants des gènes de mammouth. Par exemple, ceux impliqués dans la croissance des poils ou de la production des graisses. Résultat, un mammouthant résistant au froid et poilu. Ce quasi-mammouth pourrait être installé dans de nouveaux habitats, en Europe ou même en Sibérie. Certains scientifiques estiment que la réintégration de ces grands mammifères pourrait avoir des effets protecteurs sur le permafrost, fragilisé par le changement climatique. Sauf que donner naissance à un animal génétiquement modifié vivant et viable, c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Des obstacles techniques subsistent. Nous ne pourrons jamais recréer à 100% une espèce éteinte depuis longtemps. Mais la technologie derrière la désextinction, à mon avis, a le potentiel formidable de redéfinir les possibilités de ce que nous pouvons faire pour tenter de combattre cette 6e extinction. Cette crise à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Les désextinctions, outils de restauration de la biodiversité ou fantasmes technologiques qui détournent de la protection des espèces encore vivantes. Au-delà de leur faisabilité technique, ces projets posent également de nombreuses questions éthiques. Nadir Alvarez, vous êtes l'auteur précisément d'un ouvrage consacré à cette question, faire revivre des espèces disparues, avec un point d'interrogation. Et vous m'avez dit, oui, à refaire, je ne réécrirai plus de cette manière. Pourquoi ? Oui, c'est vrai que le point d'interrogation n'a pas forcément été compris par tout le monde. Et quand on a, disons, développé ce sujet avec mon collègue Lionel,
on a vraiment voulu faire un livre relativement équilibré entre les questions, disons, plutôt technologiques. Qu'est-ce qui permettrait éventuellement aujourd'hui, à partir d'une connaissance d'un génome, d'une espèce éteinte et puis de nos progrès en génie génétique, de recréer ex nihilo, quasiment, une entité qui a disparu autrefois. Je pense qu'il y a eu un peu une méprise dans un certain électorat où finalement on a donné peut-être l'impression d'encourager ce processus de désextinction, alors que notre but, c'était plutôt de se l'imaginer, de se le représenter dans un contexte plus global du rapport entre l'humain et la nature. Oui, parce que ça peut donner un faux message, dans le fond. Tout ce qui est éteint l'est pour toujours. C'est ça. Et vous avez raison. Tout ce qui est éteint l'est pour toujours, et on ne peut pas réparer une lignée éteinte dans le passé, il y a 100 ans, il y a 1000 ans, par une prouesse technologique. Et je pense qu'on se rend compte aujourd'hui en fait, que cette prouesse technologique qui a été mise en avant par plusieurs sociétés, une en particulier, Colossal Biosciences, on se rend compte que la marche est tellement haute qu'on ne pense pas que ce soit possible d'y arriver en fait. Et ces espèces déséteintes, entre guillemets, ce ne seront rien d'autre que des chimères entre un génome essentiellement provenant de l'espèce la plus proche encore existante, et puis quelques ajouts par-ci par-là de gènes de l'espèce disparue. Un autre terme est à la mode, le réensauvagement, ou la reconstitution d'écosystèmes pour y accueillir des espèces justement réintroduites. Là, c'est une bonne idée ? Oui, alors là, beaucoup plus. D'ailleurs, en défendant le projet de la désextinction, quelque part, on le rendait dépendant d'un réensauvagement, parce que si on déséteignait un jour un mammouth, évidemment, on ne devrait pas le laisser dans un zoo ou sur la terrasse de notre appartement. Enfin, il faudrait une énorme surface, un énorme territoire pour que ce mammouth puisse se déployer. Et en ce sens-là, il jouerait, le mammouth ou toute espèce disparue, ce rôle d'espèce parapluie et permettrait de protéger donc un habitat beaucoup plus vaste par la même occasion. On se rend compte aujourd'hui qu'on est vraiment loin du compte au niveau technologique. Rapidement, on a entendu Antonio Guterres parler de pacte avec la nature. Pour vous, ça serait quelle définition, ce pacte avec la nature ? Ce 30% de remise, de renaturation des surfaces au niveau mondial suite au COP, ce projet est déjà excellent. Maintenant, au niveau de sa réalisation, qu'est-ce que ça représente, 30% ? Est-ce qu'on ne devrait pas finalement se partager la Terre en deux, une partie totalement réensauvagée, une partie plutôt jardinée par les humains ? Mon opinion, c'est qu'en fait, on doit beaucoup plus intégrer la nature au quotidien, dans nos villes, dans nos maisons, dans notre environnement direct. Et ce pacte avec la nature, c'est peut-être de faire vivre cette biophilie qui est en nous. Merci infiniment, Nadir Alvarez. Je rappelle que vous êtes le directeur du Natureum et vous préparez une exposition pour le mois de juin prochain. Et en quoi servent les musées de sciences ? À quoi servent les collections ? Bonne question. Merci infiniment. Merci à vous. Dans le sillage de la réflexion sur le réensauvagement et sur la réintroduction des espèces, la Suisse compte aujourd'hui quelques 300 lynx répartis entre les Alpes et le Jura, alors qu'ils avaient totalement disparu au XIXe siècle. Les premiers lynx ont été réintroduits dans les années 70, non sans provoquer des tensions. Regardez ce reportage tourné en Valais il y a 40 ans. Certains disent qu'il y en a 10 dans le Val d'Anivier. Certains disent qu'il y en aurait plus de 50. Il est vrai que les lynx sont de retour en Suisse depuis une douzaine d'années, que leur réintroduction s'est faite sans problème, jusqu'au jour où ils sont apparus en Valais. Je pense que c'est beaucoup plus dangereux qu'un loup, un lynx. Il détruit le chevreuil complètement, il nous en reste... Je pense que c'est petit déjà. Beaucoup trop tard, il y en a déjà presque plus de chevreuil. Au fond, vous avez peur de ne plus rien avoir à chasser ? De ne plus rien avoir. Si tu es uniquement pour vivre et en avoir une quantité limitée, qu'on ait le contrôle de ces bêtes, je serais encore d'accord. Mais il n'y a absolument aucun contrôle et il y en a beaucoup trop. Le lynx n'est pas seulement un gros câlin, mais un puissant chasseur. Haut de 60 cm, long de 1,30 m, il est bien équipé en griffes et en dents. Il est évident qu'il y a en Valais d'immenses espaces parfaitement adaptés à cet animal. Il est possible que localement se posent certains problèmes, que ce soit avec des animaux domestiques, notamment des troupeaux laissés sans surveillance, ou avec des animaux sauvages. Le WWF, chaud partisan du lynx bien sûr, a décidé de voler à son secours. Pour lutter contre ce qu'il appelle une peur ancestrale, il utilise un moyen moderne, l'information,
et un autocar postal des années 50 repeint aux couleurs de la nature. Cette exposition nous apprend qu'on trouve des lynx dans le Jura, les Préalpes et les Alpes. Ce n'est pas un nouveau venu dans nos forêts, il y a habité jusqu'au XIXe siècle. Et le dernier lynx de Suisse, que voici empaillé, fut abattu en 1894 en Valais justement. Un extrait d'une émission que vous pouvez visionner dans son intégralité sur le site des archives de la RTS. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Géopolitis en tout temps sur les applications de la radio-télévision suisse et de TV5 Monde, ainsi que sur notre chaîne YouTube. À tout bientôt et portez-vous bien.